J'étais déjà saoulée par la figure de la muse avant même de commencer mes recherches sur Lee Miller, saoulée par cette fascination pour ces femmes qui ont inspiré de grands hommes artistes, parce que en fait ces femmes n'existent dans l'histoire, ne sont valorisées dans l'histoire que parce qu'un homme a porté un regard sur elles, elles n'existent qu'à travers le regard de cet homme sur elles, et particulièrement saoulée par cette figure de la muse quand les femmes en question qui ont inspiré les hommes se trouvent aussi avoir été de grandes artistes, mais qu'elles sont aujourd'hui plus connues pour les portraits qu'un homme a fait d'elles que pour leur œuvre propre. Et c'est arrivé plus d'une fois dans l'histoire. Dans les 3 dernières semaines, je vous ai parlé de Berthe Morisot, Eva González et Dora Maar, qui toutes les 3 étaient d'extraordinaires artistes, mais qui sont aujourd'hui plus connus pour les portraits que respectivement Manet et Picasso ont fait d'elles. Pour ce qui est de Lee Miller, c'est particulièrement insupportable de l'avoir qualifiée de muse de Man Ray, puisque Lee Miller a vécu plus de 70 ans, elle a eu une vie absolument incroyable, incroyable au sens littéral du terme. C'est très difficile de croire que tout ce qui est arrivé à Lee Miller a pu arriver à une seule personne en une seule vie. Elle a vécu une vie incroyable, elle a créé une œuvre absolument inoubliable, incroyable, époustouflante, et pourtant je ne compte pas le nombre d'articles que j'ai pu lire, j'aurais probablement dû compter d'ailleurs, je ne compte pas le nombre d'articles que j'ai lus pendant mes recherches qui commençaient par Lee Miller, la muse de Man Ray. Elle est restée 3 ans avec Man Ray, pendant laquelle elle travaillait par ailleurs, et la réduire au statut de muse relève en fait d'une misogynie qui confine à l'absurde. L'enfance elle-même de Lee Miller sort de l'ordinaire. En fait, elle a grandi à Poughkeepsie, qui est une banlieue new-yorkaise assez chic et verdoyante. Elle a été élevée par un père ingénieur qui semble relever en fait de la figure de l'inventeur génial, de l'inventeur fou, qui emmenait ses 2 fils et donc sa fille Lee Miller dans de folles aventures, qui les poussait à se dépasser constamment et qui est parvenu à créer une très belle complicité et une compétition qui semble assez saine entre ces 3 enfants, une compétition, une complicité qui va perdurer tout au long de leur vie. La mère de Lee Miller, elle, était instable psychologiquement, si bien qu'en fait, les 3 enfants étaient parfois logés chez des amis de la famille quand la mère traversait des crises qui l'empêchaient de s'occuper de ses enfants. Et c'est pendant l'un de ces séjours chez un ami de la famille que Lee Miller va être violée par une connaissance, par un ami de ses logeurs. C'est évidemment un drame immense dans la vie de ces petites filles et dans la vie de toute sa famille, d'autant plus qu'elle va contracter la gonorrhée, qui est donc une maladie sexuellement transmissible absolument pas sympathique, très douloureuse, et dont le traitement à l'époque était aussi particulièrement douloureux, si douloureux en fait que pendant tout le temps de son traitement, les frères de Lee Miller étaient sommés de quitter la maison, étaient emmenés loin de la maison pour ne pas qu'ils entendent, pour ne pas qu'ils soient traumatisés par les cris de leur sœur, par les cris de douleur de leur sœur. Donc une vie qui commence de façon extrêmement violente et traumatisante, d'autant plus que les parents de Lee Miller vont lui apprendre à tenir cet épisode de sa vie totalement secret, à ne jamais en parler. Lee Miller avait honte de cette histoire, si bien qu'en fait on a découvert tout ce qui s'était passé que après sa mort et qu'elle n'en a pas parlé de son vivant. La suite de son enfance n'est pas beaucoup plus joyeuse, puisque quand elle a 10 ans, elle fait du bateau avec un voisin, avec un ami, sur un petit lac à côté de chez elle, et que cet ami, cet enfant donc de 10 ans aussi, tombe dans l'eau et que Lee Miller assiste à la noyade de son ami sans pouvoir absolument rien y faire. Donc déjà beaucoup de drames pour une petite vie, et Lee Miller n'a que 10 ans. Elle va devenir une adolescente brillantissime, mais extrêmement pénible, puisqu'elle s'est fait virer de toutes les écoles dans lesquelles elle a été inscrite, pour des conneries classiques d'adolescents très pénibles, d'adolescents insupportables. Typiquement, mettre de la teinture bleue dans la nourriture, dans la boisson d'une camarade pour la voir faire pipi bleu et totalement paniquer. Donc c'est le genre d'adolescente qu'était Lee Miller, une adolescente très vive qui s'intéressait énormément aux arts mais qui ne savait pas vraiment quoi faire de sa vie. En fait, elle voulait être artiste, mais elle avait cette impression que tout avait déjà été fait, en peinture et en sculpture. Donc elle a cherché sa voie pendant toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Elle s'est beaucoup intéressée aux techniques
du théâtre, elle a étudié la scénographie, elle a étudié la lumière, elle a étudié la mise en scène. Elle s'intéresse aussi dès cet âge-là à la photographie. En fait, elle a appris les rudiments de la photographie avec son père qui était un grand amateur de photographie, qui l'a photographiée, qui l'a mise en scène toute son enfance et son adolescence dans des photographies qu'il est très difficile aujourd'hui de ne pas juger légèrement malsaines. Et en 1925, donc à peine 18 ans, Lee Miller part étudier à Paris pour quelques mois. Elle part étudier sous la vigilance de chaperons plus âgés qu'elle, mais en fait elle va rapidement totalement leur échapper, disparaître, aller vivre seule dans un hôtel de passe parisien, tant et si bien que un peu moins d'un an plus tard, en 1926, son père va venir à Paris pour la retrouver et pour la ramener de force aux États-Unis. En 1927, donc un an plus tard, sa vie va prendre un tournant totalement inattendu, puisque alors qu'elle se promène dans les rues de New York, elle trébuche, elle tombe et elle se retrouve face à une voiture qui manque de l'écraser quand un homme la rattrape par le bras. Tous les deux sont extrêmement choqués. Lee Miller est si choquée qu'elle se met à parler en français et il se trouve que cet homme est Condé Nast. Condé Nast qui est le propriétaire de Vogue, de Vanity Fair, de Glamour, entre autres, et qui se retrouve face à cette jeune femme absolument sublime et qui, du jour au lendemain, après lui avoir sauvé la vie, va la transformer en l'un des mannequins les plus prisés des États-Unis. Si on voyait cette scène de sauvetage dans n'importe quel film, je pense qu'on serait beaucoup à lever les yeux au ciel. Ça n'arrive pas dans la vraie vie, ce genre d'histoire. C'est arrivé à Lee Miller et bien plus d'une fois. Elle devient donc une grande mannequin, sa beauté est immortalisée par tous les plus grands photographes de l'époque, dont le mythique Edward Steichen, qui est le photographe en chef de Vogue en fait à cette période-là, de Vogue et de Vanity Fair. Et Edward Steichen donc, va beaucoup lui expliquer son processus créatif et les techniques de la photographie durant chacune des très longues séances photos qu'ils font ensemble, séances photos qui par ailleurs ennuient terriblement Lee Miller qui s'intéresse de plus en plus à la photographie. C'est en fait à cause de Steichen que la carrière de Lee Miller va s'arrêter aussi abruptement qu'elle a commencé, avec un nouveau rebondissement absurde, un nouveau rebondissement très peu crédible, puisqu'en fait à chacune des séances que Lee Miller et Steichen faisaient ensemble, elle signait une autorisation de diffusion de son image, et donc Steichen prenait ces différentes photos et les vendait ensuite à différentes publications ou entreprise. Et en fait, il vend une de ses photographies à Kotex, qui est une marque de protection hygiénique. C'est en fait la toute première fois qu'une femme apparaît sur une publicité pour protection hygiénique aux États-Unis, avec un slogan assez ironique pour ce qui est de Lee Miller, puisqu'elle n'avait absolument pas donné son approbation. Et la publicité en fait va faire un petit scandale. Lee Miller est dans un premier temps mortifiée de voir son image associée à des serviettes hygiéniques, avant finalement de changer d'avis et d'être presque honorée d'être la première femme qui est posée pour des serviettes hygiéniques, d'avoir contribué à normaliser en fait le discours sur les règles, contribuer à sortir les menstruations du tabou, mais en fait cette publicité va mettre immédiatement fin à sa carrière puisqu'il n'est plus question pour aucun annonceur d'être associé à la mannequin de la pub pour les serviettes hygiéniques. C'est en fait une opportunité parfaite pour Lee Miller pour s'échapper de cette prison dorée qui est devenue le mannequinat et pour se consacrer totalement à la photographie. Donc elle décide de demander à Steichen une lettre de recommandation et de retourner à Paris où elle tient à être l'élève, à être formée par l'artiste qu'elle considère à ce moment-là comme le meilleur artiste de son époque, comme l'artiste qui est en train de réinventer, d'insuffler quelque chose de nouveau dans l'art, le photographe américain Man Ray. Donc elle retourne en Europe, sa lettre de recommandation de Steichen et l'adresse de Man Ray en poche, sans chaperon cette fois-ci. Elle commence par se promener à Rome puis à Florence avant de s'installer à Paris et là elle se rend chez Man Ray, mais elle trouve son atelier fermé. Dans l'immeuble, on lui apprend que Man Ray vient en fait de partir pour de longues vacances à Biarritz. Donc elle s'installe au café d'en face très déçue. Et là, attention, nouvel épisode abracadabrantesque qui surgit, qui entre dans le café. Man Ray lui-même. Donc Lee Miller se précipite vers lui, lui donne la lettre de recommandation, lui dit « Je suis Lee Miller, je viens des États-Unis pour être votre élève ». Man Ray lui dit
je ne prends absolument pas d'élèves, ça ne m'intéresse pas et de toute façon je pars en vacances, Lee Miller lui dit pas de problème, je viens avec vous. Et c'est comme ça que Lee Miller devient l'élève de Man Ray, son élève, son amante, son modèle qu'il va photographier obsessionnellement pendant les 3 ans que vont durer leur relation. Donc Lee Miller avait le corps d'une statue antique. Elle avait un profil tout aussi sculptural, un regard irrésistible, des lèvres parfaitement dessinées, et ces différentes parties de son corps, indépendamment les unes des autres, vont obséder Man Ray et plus largement les surréalistes que fréquente le couple. Donc on a déjà parlé de cette façon que les surréalistes ont de fragmenter le corps féminin dans leurs œuvres, d'en faire des objets détachés de leur propriétaire, d'en faire un objet de désir, d'obsession, de fétichisation. Et en fait, il va exister tellement de peintures, de sculptures et de photographies du torse de Lee Miller pendant toute cette période que le magazine américain Life parle d'elle en 1932 comme le plus joli nombril de Paris. Cocteau va la choisir à cette période-là aussi pour jouer justement le rôle d'une statue dans son film Le sang d'un poète, où elle finit, désolée de vous spoiler ce film de 1930, où elle finit donc détruite par le poète en question. Man Ray, lui, va continuer de peindre et d'utiliser des photographies de son corps pendant des années, y compris après leur rupture. Il va mettre 2 ans, par exemple, à peindre les amoureux à l'heure de l'observatoire après qu'ils se soient séparés. Et il finira par créer une œuvre qu'il intitule Indestructible l'objet, qui est un métronome, en fait, dont la tige est surmontée par l'œil de Lee Miller, et qui est un objet qu'il finira, là encore, par détruire. Mais Lee Miller n'était pas un bel objet sur lequel projeter ses fantasmes. Elle n'est jamais restée en fait immobile sur son piédestal. Elle n'était absolument pas prête non plus à occuper le job très ingrat d'assistante du grand artiste, de l'aider à la fois dans les tâches domestiques, dans les tâches du quotidien, à le soutenir moralement, mais aussi à contribuer à son œuvre sans jamais être créditée. C'est le rôle que nombre de femmes ont tenu dans l'histoire de l'art. C'est le rôle que tiendra la compagne suivante de Man Ray, donc Adrienne Fidelin. Lee Miller, elle, était à Paris pour apprendre à devenir photographe, pour devenir photographe, pour vivre en son nom la gloire de la création. Après quelques mois à peine à apprendre auprès de Man Ray, elle avait déjà ouvert son propre studio photo. Donc elle se photographie elle-même dans ce studio, donc non pas comme une figure fragile ou comme une figure fragmentée, mais entière et puissante. Et contrairement aux autres photographes surréalistes, donc dans toute cette période-là, elle va se promener dans Paris, elle va exercer son œil, elle va chercher le surréalisme dans la vie quotidienne. Et grâce à son propre réseau, elle va très rapidement travailler pour Vogue Paris, mais aussi pour un hôpital dont elle documente en fait les opérations. Et un jour, après avoir photographié une mastectomie, elle demande au chirurgien de garder le sein, elle traverse tout Paris avec ce sein découpé et elle le met en scène dans une assiette, donc un morceau de corps à la manière des surréalistes, mais cette fois-ci un fragment de corps absolument pas idéalisé, plutôt présenté dans tout ce que en fait fragmenté, découpé, objectivé une femme a de plus cruel et répugnant, présenté avec un réalisme morbide, avec un goût de la provocation, de la mise en scène de l'horreur, avec un humour grinçant, presque absurde, qui est une veine que va exploiter Lee Miller toute sa vie. En parallèle de ce travail qu'elle fait en son nom propre, elle continue pendant tout le temps où elle est à Paris, pendant toute sa relation avec Man Ray, à apprendre avec lui et à l'assister pour ses très nombreuses commandes. Et en fait, un jour qu'elle est en train de développer des photographies de Man Ray, donc de les développer dans la chambre noire, quelque chose, une bête, un rat probablement, passe sur ses pieds, elle hurle, elle allume la lumière, elle la rééteint immédiatement, persuadée d'avoir gâché les photos qui sont en train de se développer. Man Ray accourt pour voir ce qui se passe dans la chambre noire. Ils regardent les photos ensemble et ils découvrent cet étrange halo noir qui s'est créé. En fait, ils viennent de découvrir par hasard la solarisation qui crée ces effets totalement surréalistes sur les photographies.
Donc ils vont bien sûr exploiter cette découverte qui consiste donc à exposer pendant un très court temps une photo en cours de développement à la lumière. Man Ray va faire de la solarisation une marque de fabrique, mais Lee Miller va aussi réaliser des portraits avec cette technique à Paris, puis ensuite pendant le reste de sa carrière. Elle a notamment réalisé ce portrait de Meret Oppenheim qui est l'un des nombreux portraits d'artistes femmes qui l'entouraient et qu'elle va réaliser tout au long de sa carrière. Pendant toute cette période où elle est avec Man Ray, Lee Miller continue à vivre extrêmement librement, à voir d'autres hommes, à avoir d'autres amants. Son indépendance en fait va être un sujet de conflit permanent. Les surréalistes avaient pour but de détruire tous les codes de la société, de vivre le plus librement possible, ce qui a attiré beaucoup de femmes en quête de cette liberté autour d'eux, mais dans de nombreux cas, ils ont eu beaucoup de mal à accepter que les femmes de leur entourage vivent avec la même liberté qu'eux, et c'était totalement le cas de Man Ray avec Lee Miller. On a des lettres de lui où il explique à Lee Miller le déchirement que c'est pour lui que de savoir qu'elle couche avec d'autres hommes, que de savoir qu'elle puisse avoir de l'affection pour d'autres hommes. La menace de se suicider, il exhibe son revolver pendant les dîners ou dans la rue, il se promène dans les rues de Paris avec un nœud coulant, il est extrêmement dramatique et violent avec Lee Miller, au moins en parole. Il ne supporte pas non plus qu'elle existe de façon indépendante, qu'elle se fasse un nom en dehors de celui d'assistante de Man Ray. Et en fait, un jour après une séance photo qu'il a faite, une série de photos qu'il a faites d'elle, il jette ses négatifs, persuadé qu'il a complètement foiré, complètement raté cette série de photos. Il part du studio et quand il revient, il découvre Lee Miller qui est en train de développer les photographies, de les recadrer. En fait, son œil a décelé dans des images intéressantes à exploiter dans les compositions que Man Ray jugeait totalement ratées. Elle a recadré l'image sur son cou, créé cette image presque abstraite, puissante et vulnérable à la fois. Man Ray veut assurer à ce moment-là qu'elle ait bien compris que ces images lui appartenaient, que ces photos étaient les siennes. Lee Miller n'est absolument pas d'accord, elle veut la paternité ou plutôt la maternité de l'œuvre. S'ensuit une dispute extrêmement violente. Lee Miller quitte le studio et quand elle reviendra au studio, elle découvrira que Man Ray a tranché cette photo de son cou et qu'il a peint dessus du sang dégoulinant, donc toujours plus dramatique. Ce coup, c'est d'ailleurs une image qui va continuer à hanter Man Ray et qu'il intégrera dans des peintures longtemps après que Lee Miller l'ait définitivement quitté. Et justement, Lee Miller n'a pas l'intention de rester l'otage de Man Ray très longtemps. On sait que des mois déjà avant de le quitter, elle prévoyait sa sortie, elle prévoyait son retour à New York. On a des lettres où elle renoue des contacts avec tout son réseau de Condé Nast. On sait que des mois avant de quitter Paris, elle faisait déjà publier des publicités qui annonçaient l'ouverture prochaine de son studio à New York. En février 1932, elle a une exposition à New York, sa première exposition à la galerie Julien Lévy, et quelques mois après, elle quitte définitivement Man Ray, elle ferme son studio et elle va ouvrir un nouveau studio à New York. 1932-1934, ça va être le moment où elle a son studio à New York, un studio qui connaît un succès certain malgré la dépression, au point qu'en fait en 1934, donc 2 ans après l'ouverture de son studio, Vanity Fair classait Lee Miller parmi les meilleurs photographes vivants, donc beaucoup de succès. Mais 1934, c'est aussi l'année où une nouvelle aventure va appeler Lee Miller et où elle va du jour au lendemain fermer presque sur un coup de tête son studio. En fait, un ancien ami parisien, Aziz Eloui Bey, qui est un très beau, très charmant et très riche égyptien, qu'elle connaissait déjà à Paris donc, cet homme débarque à New York, se présente chez elle un jour et la demande en mariage. Elle accepte, ils se marient le mois suivant et ils partent tous les deux vivre en Égypte. Elle va rester mariée 5 ans avec Bey, elle va assez peu photographier pendant toute cette période, elle va tenter de remplir ses devoirs de riche expatriée en Égypte, mais elle écrit des lettres pendant cette période à sa famille, à ses amis, pour leur raconter à quel point elle essaye de tenir ce rôle et à quel point elle ne s'en sort pas, à quel point elle ne se sent pas elle-même en Égypte. Bey semble avoir toujours parfaitement respecté la liberté de Lee Miller et en la voyant dépérir en fait en Égypte, c'est lui-même qui l'envoie en fait en Europe, qui lui demande de partir, qui lui demande de voyager en Europe pour se remettre, pour la laisser finalement vivre la vie qu'elle doit mener. Et pendant ces voyages en Europe, donc loin de son mari, elle rencontre Roland Penrose, qui était probablement le grand amour de sa vie, qui était un peintre surréaliste anglais.
Et à partir du moment où ils se rencontrent, ils vont se retrouver plusieurs fois par an, donc quand Lee Miller n'est pas en Égypte, donc soit en Angleterre, soit en France, ils passent leurs vacances ensemble, en compagnie de leurs amis, donc leurs amis qui sont le couple Elua, Leonora Carrington et Max Ernst, Dora Maar et Picasso, Naga, Man Ray et sa nouvelle compagne Adrienne Fiedler, etc., etc., etc. Leur histoire dure pendant 3 ans et finalement en 1939, Bay et Miller décident de se séparer apparemment de façon très amicale et Lee Miller part passer un dernier été dans le sud de la France avec son amant et ses amis avant de rentrer s'installer définitivement chez Penrose juste au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. À peine arrivé en Angleterre, Lee Miller va vouloir de nouveau se faire un nom, va vouloir reprendre sa carrière de photographe. Donc elle va recommencer à travailler pour Vogue Londres, donc d'abord bénévolement puisqu'elle n'a pas de permis de travail, parce qu'elle doit montrer ce qu'elle sait faire, puis elle va avoir de plus en plus de commandes. En parallèle, elle va photographier sur son temps libre la vie à Londres en ces temps de guerre. Elle va chercher en fait les symboles de cette période, ces fameuses images qui valent 1000 mots dont elle parle dans ses correspondances, comme cette œuvre par exemple qu'elle a intitulée La revanche sur la culture, ou celle-ci, Remington Silence, qui est en fait une machine à écrire silenciée, une machine à écrire complètement détruite par un bombardement. Avec un ami, ils conçoivent à la même période un livre qui s'appelle Grim Glory, donc Gloire sombre, qui a en fait pour but de montrer la résilience, de montrer le moral indestructible de la population de Londres pendant toute cette période très difficile, et c'est un livre qui va permettre en fait à Lee Miller de s'imposer comme une photographe sérieuse, comme une photographe de guerre sérieuse. Pendant toute cette période, elle va photographier donc pour Vogue et pour son travail personnel des mannequins à l'entrée d'un abri ou des mannequins au milieu de rues bombardées. Mais en fait, à cette période, l'idée d'être à l'écart des principaux événements, d'être à l'écart, de ne pas pouvoir photographier, être au cœur de l'action, donc être au cœur de la guerre, va rendre Lee Miller quasiment folle, d'après ses amis, et elle va tout faire en fait pour recevoir une accréditation, être accréditée par l'armée américaine comme photographe de guerre. Ça va être assez compliqué puisque l'armée américaine ne prenait pas de femmes, ou quasiment pas de femmes. Elle va finir par y arriver en décembre 1942 et elle va commencer à couvrir la guerre. Donc elle a beaucoup couvert le rôle des femmes puisqu'elle travaillait pour Vogue, donc le rôle des femmes pendant la guerre. Et elle va avoir beaucoup de mal aussi à être envoyée au front puisque les femmes photographes ne pouvaient pas aller au front. Les premières images qu'elle va envoyer à Vogue quand elle est finalement envoyée en France en 1944, c'était donc supposé être un reportage sur un hôpital à l'arrière de la zone de guerre, mais on ne sait pas trop comment. Elle est tout de suite parvenue à s'infiltrer dans un hôpital de fortune, donc juste derrière le front, où elle a photographié l'urgence, l'horreur, l'extrême fatigue. Donc dans l'un de ses tout premiers, et un des tout premiers des nombreux photoreportages qu'elle va faire pour Vogue, un premier photoreportage qui s'appelle très joliment « Les guerriers sans armes ». Lee Miller va se retrouver de plus en plus souvent sur le front pendant les mois de libération, les mois de guerre intense de 1944-1945. Donc d'abord complètement par hasard, puisque les femmes n'avaient pas le droit d'être sur le front, n'avaient pas le droit d'être sur le champ de bataille. Donc une fois, elle est envoyée par hasard dans un lieu où les combats étaient censés être terminés depuis longtemps, et en fait elle s'est retrouvée être la seule photographe au milieu d'un champ de bataille pendant 4 jours. Ensuite elle va être envoyée sur un autre front, donc en plein milieu d'une autre bataille, suite à une erreur administrative, donc un énième rebondissement dans sa vie. Donc elle est envoyée à la place d'un homme photographe à Saint-Malo, où elle va photographier notamment les premiers bombardements au napalm, donc des photos hyper impressionnantes, mais des photos qui ne seront jamais publiées, puisqu'il s'agissait encore à cette période-là d'une arme secrète des Américains. À partir de ce moment-là, Lee Miller ne va plus quitter les champs de bataille. Elle va suivre les Alliés, elle va suivre la progression des Alliés, se renseigner constamment, voyager constamment pour offrir à Vogue les plus grands scoops, les plus impressionnantes photographies de guerre. Elle photographie notamment l'humiliation des femmes tondues à la libération, des femmes tondues parce qu'elles sont soupçonnées à tort ou à raison d'avoir collaboré. Elle photographie les nazis qui choisissent de se suicider avec leur famille plutôt que de se livrer à l'ennemi. Donc elle traverse à cette période-là des immeubles entiers, des administrations entières remplies de ces familles qui ont choisi de mourir ensemble de cette façon atroce. Elle est parmi les premières aussi à entrer à Buchenwald puis à Dachau. Là, je vous épargne les photos en fait qu'elle prend des camps puisqu'elle va vraiment chercher
le meilleur angle, les détails les plus morbides, les plus sordides pour réussir à rendre compte de l'horreur dont elle est témoin. Elle va batailler pour faire publier ces photos des camps dans le Vogue anglais comme dans le Vogue américain, dont les éditeurs en fait peinent à croire que les photos soient vraies. Aux États-Unis d'ailleurs, l'article qui sera publié sera titré Believe It, et en fait elle est à ce moment-là à la recherche du scoop, à la recherche des images les plus fortes. Elle veut notamment être là quand Hitler sera arrêté, et en avril 1945 elle se retrouve à Munich, donc dans la ville où vivait Hitler, et elle réussit à s'introduire avec David Sherman, qui était donc son collaborateur, qui était un photographe de Life en fait, avec qui elle avait noué une très forte amitié et avec qui elle évoluait dans cette guerre depuis quelques mois déjà. Ils réussissent tous les deux à entrer chez Hitler, à s'installer dans l'appartement immense d'Hitler, et le jour où ils arrivent, donc le 30 avril 1945, ils apprennent à la radio que le matin même, Hitler s'est suicidé dans son bunker. Ils vont alors réaliser une série de photos historiques, une série de photos extrêmement étranges qui glacent le sang réellement. En fait, à ce moment-là, ils ne se sont pas lavés depuis 3 semaines, ils portent les mêmes vêtements que lors de leur visite des camps. Et au moment de se laver, ils vont donc décider de créer une mise en scène. Ils vont poser une photo du Führer sur le bord de la baignoire, une reproduction de sculptures antiques qui respectent parfaitement les codes artistiques imposés par le nazisme de l'autre côté de la baignoire. Et Lee Miller va se déshabiller, tacher le tapis de bain immaculé avec la boue des camps et se laver de ce voyage en enfer dans la baignoire d'Hitler. Elle pose dans cette série, elle choisit une position qui répond à celle de la statue. Et puis pour les dernières images de la pellicule, elle demande à David Sherman de se mettre à son tour dans la baignoire. Elle ajuste la position de la caméra pour montrer le pommeau de douche, qui est un écho morbide des chambres à gaz qu'ils viennent de visiter. Et elle photographie son partenaire, lui-même juif, incroyablement mal à l'aise dans la baignoire du Führer. La guerre est finie à ce moment-là, tout le monde rentre chez soi. Lee Miller écrit que chacun rentre avec le corps et ou l'esprit brisé, mais elle n'arrive pas à abandonner la zone de guerre, elle n'arrive pas à quitter la guerre, elle ne veut pas rentrer en Angleterre. Et je trouve que l'un des plus émouvants portraits qui ait été fait d'elle est celui que David Sherman a fait d'une de ses chambres d'hôtel pendant la guerre. Cette chambre d'hôtel de Lee Miller, elle évoque parfaitement cette période, elle évoque le chaos, l'urgence, l'adrénaline, la douleur, l'impossibilité de vivre le quotidien après avoir assisté, après avoir vécu ce qu'elle a vécu. Sur son bureau, on a une mini machine à écrire, qui est la machine à écrire sur laquelle elle tapait ses articles pour Vogue. À droite de cette machine à écrire, on a un cendrier à moitié rempli. À gauche, on a les bouteilles d'alcool qu'elle enchaînait et des boîtes qui sont peut-être celles des amphétamines qui étaient distribuées par l'armée américaine et auxquelles elle avait accès. Et pendant toute cette période, Lee Miller ne va pas rentrer à la maison. Elle va poursuivre la guerre, elle va continuer à chercher l'horreur de la guerre. Elle va se rendre à Vienne, elle va se rendre à Budapest. Elle écrit des articles de plus en plus désillusionnés. À Vienne, elle va photographier les hôpitaux qui ne sont pas approvisionnés en médicaments. Elle écrit à ce moment-là un article qui commence par « Pendant 1 heure, j'ai regardé un bébé mourir » et qui se conclut par « Ce minuscule bébé s'est battu pour sa seule possession, la vie ». Comme si elle pouvait valoir quelque chose. Vogue ne va pas publier cet article. C'est la libération, c'est le moment où on tente de commencer à se reconstruire, à se réparer. Mais Lee Miller ne parvient pas donc à quitter la guerre. Elle va errer en fait en Europe pendant encore des mois. Elle ne rentre en Angleterre qu'en 1946. Donc elle est accueillie en Angleterre en véritable héroïne par Vogue, qui va se montrer par ailleurs extrêmement compréhensif, qui va lui laisser du temps pour se remettre, qui va lui proposer un contrat très intéressant pour qu'elle reprenne la photographie, un contrat qu'elle va leur renvoyer marqué, barré d'une énorme inscription « No ». En fait, à ce moment-là, Lee Miller ne veut absolument pas photographier, ne veut absolument plus photographier. On va la retrouver en train de détruire des dizaines et des dizaines de négatifs de ses photographies. Elle dit que personne ne doit plus voir les horreurs qu'elle a pu voir, qu'aucun être humain n'aurait dû être confronté à ces images-là. Elle souffre en fait de stress post-traumatique. Elle tombe en plus enceinte à cette période-là et elle va faire une très difficile dépression postpartum également.
elle continue à boire. Roland Penrose l'emmène voyager aux États-Unis, l'emmène voyager dans le monde entier, mais la guérison de Lee Miller va être relativement longue. Elle va quasiment totalement arrêter de photographier. Elle ne photographiera plus que sporadiquement, comme par exemple pour une série drôle et très charmante pour Vogue, qui a été publiée en 1953 et qui était intitulée Working Guests, donc les invités au travail, qui est en fait une collection des photos de ses amis de passage dans sa ferme, puisqu'elle achète donc une ferme pour s'éloigner de Londres. Donc ses amis qui sont dans sa ferme et qui sont mis à contribution, donc comme le fondateur du MoMA Alfred Barr qui nourrit les cochons, l'illustrateur Saul Steinberg qui se démène avec un tuyau, ou Max Ernst et Dorothea Tanning qui travaillent au jardin. Elle photographiera aussi Picasso et Tapies pour les livres que son mari va écrire sur eux, mais en fait elle va découvrir un nouveau champ pour canaliser toute la passion qu'elle a en elle, un nouveau champ qui va lui permettre de guérir et qui va totalement la passionner pendant tout le reste de sa vie, pendant les 30 ans qu'il lui reste encore à vivre. Et ce nouveau champ, c'est la cuisine. Elle va devenir un chef exceptionnel. Elle va collectionner les livres de recettes au point que Roland Penrose devra construire une bibliothèque entière pour ses livres de cuisine, une salle entière qui sera dédiée à ses livres de cuisine. Elle va se former dans les meilleures écoles, notamment au Cordon Bleu à Paris, et elle va en fait donc explorer la cuisine pendant le restant de sa vie, au point que en fait quand elle va mourir en 77, son fils Anthony Penrose ne savait pas qu'elle était photographe, ne savait pas qu'elle avait été photographe de guerre, et c'est en fait juste un peu avant sa mort, au moment de la naissance de sa petite fille Amy, que son fils et la compagne de son fils, donc son fils Anthony Penrose, cherchent dans la maison de Lee Miller des photos de lui petit pour voir à quoi va ressembler leur enfant, et qu'ils découvrent dans l'attique, dans le grenier de la ferme de Lee Miller, des dizaines de milliers de négatifs, des centaines et des centaines de photographies et des manuscrits dans lesquels Lee Miller a raconté toute sa vie, tous les épisodes, aussi invraisemblables soient-ils, que je viens de vous raconter. Lee Miller meurt quelques mois après cette découverte et en fait son fils va consacrer sa vie à réhabiliter la mémoire de sa mère. C'est grâce à lui qu'on connaît aussi bien la vie de Lee Miller aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'elle est aussi connue, qu'elle est autant exposée aujourd'hui. Et la petite fille de Lee Miller, Amy Bouhassan, a aujourd'hui pris le relais de son père pour être sûre que plus jamais la mémoire de Lee Miller ne retombera dans l'oubli. J'espère que cette très longue et très intense vidéo vous aura plu. Je ne pouvais pas en fait me résoudre à couper, à supprimer l'une des vies de Lee Miller, donc je vous ai tout dit, tout raconté. J'espère que ça vous aura plu. J'ai très hâte de voir vos réactions sur cette vidéo. J'espère qu'elle sera énormément partagée. Mon ambition c'est que ce soit la vidéo la plus vue sur ce compte, puisque cette vie et cette œuvre est absolument exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à partager, commenter, donner un maximum de visibilité à cette vidéo, à Lee Miller, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Ciao!